Je m'appelle Odile. J'ai sacrifié 43 ans de ma vie pour mon fils Léo, le soutien inconditionnel que lui seul a reçu. Mais lors de la soirée annuelle de son entreprise, au lieu de me remercier, il m'a offert une fleur en soie à 5 euros, puis il a offert une bague de joaillier à sa belle-mère. Humiliée, j'ai réalisé que pour lui, ma valeur était la même que celle de cette fleur. Mais Léo et sa femme Chloé ignoraient que l'entreprise lui appartenait toujours. Ce que j'ai fait après, c'est convoquer une réunion du conseil d'administration. C'était mon entreprise et il était temps de le rappeler. Suivez mon histoire jusqu'au bout pour découvrir comment j'ai transformé la trahison en ma plus grande victoire et comment j'ai finalement retrouvé le bonheur en me choisissant moi-même. Commentez avec la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Odile et à 64 ans, je pensais savoir quelle était ma place dans ce monde. Je pensais comprendre mon fils. Je me trompais sur toute la ligne. Le matin où j'ai signé l'acte de vente de ma maison, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de peur. L'agent immobilier m'a tendu le chèque et j'ai fixé ces chiffres. Toute mon existence réduite à des numéros sur un bout de papier, 43 ans dans cette maison. 43 ans de souvenirs à élever Léo toute seule après que son père nous a quittés quand il avait 7 ans. Mais je ne cédais pas au sentimentalisme. C'était pour les affaires. C'était un investissement dans l'avenir de mon fils. « Vous êtes certaine, Madame Martin ?» m'a demandé l'agent, voyant sans doute l'hésitation dans mon regard. J'ai hoché la tête fermement. Mon fils a besoin de cet investissement. La famille passe avant tout. Le trajet jusqu'au bureau de Léo a duré 20 minutes, mais m'a semblé une éternité. Je n'arrêtais pas de répéter dans ma tête ce que j'allais lui dire, combien j'étais fière qu'il reprenne l'entreprise familiale, comment ces 50 000 euros l'aideraient à développer la petite société de BTP que mon défunt mari avait fondée. Elle avait connu une croissance modeste au fil des ans, mais Léo lui avait de l'ambition. Du moins, c'est ce que je me disais. Quand je suis entrée dans son bureau, Léo a à peine levé les yeux de son ordinateur. Sa secrétaire m'avait annoncé, mais il continuait de taper. « Maman, tu n'avais vraiment pas besoin de venir en personne pour ça », a-t-il dit daignant enfin me regarder. Un virement bancaire aurait été plus simple. J'ai sorti le chèque de mon sac, mes mains tremblant légèrement. Je voulais voir ton visage en te le donnant. Ceci représente tout ce que j'ai économisé, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Il a pris le chèque, l'a regardé brièvement et l'a posé sur son bureau comme si c'était une liste de courses. Merci, ça aidera pour les plans d'expansion. C'était tout. Pas de baiser, pas de reconnaissance de ce que cela signifiait. Juste un merci désinvolte, comme si je lui avais apporté un café. Léo, mon chéri, je sais que c'est une grande étape pour toi de reprendre l'entreprise. Ton père serait si fier. Il a soupiré toujours sans vraiment me regarder. Oui, eh bien, les temps ont changé maintenant. Il faut tout moderniser. Les vieilles méthodes ne fonctionnent plus. Les vieilles méthodes. Était-ce cela que je représentais pour lui? Quelque chose de dépassé qu'il fallait jeter. J'ai continué essayant de maintenir la conversation. Je pensais peu, être que je pourrais aider avec la comptabilité ou les relations clients. Je connais cette entreprise par cœur. Maman, sans vouloir te vexer, mais Chloé et moi, on gère. Elle a un diplôme d'une grande école de commerce et elle comprend les pratiques commerciales modernes. On apprécie l'investissement, mais on a besoin d'une gestion professionnelle maintenant. Chloé, sa femme, depuis 3 ans. La femme qui me souriait gentiment en face, tout en m'écartant systématiquement de chaque décision familiale. La femme qui avait réussi à convaincre mon fils que ses 30 années d'expérience dans l'entreprise ne valaient rien comparé à son diplôme tout frais. J'ai quitté son bureau en me sentant plus petite qu'en y entrant. Mais j'ai refoulé ces sentiments. C'est normal, me suis-je dit. Les fils grandissent, ils deviennent indépendants. Je devrais être fière. Le gala annuel de l'entreprise s'est tenu au grand centre des congrès de la ville 3 semaines plus tard. J'avais acheté une nouvelle robe bleu marine avec de petites fleurs, rien de trop voyant. Je voulais avoir l'air approprié pour ce que Léo appelait un événement de réseautage professionnel. Je suis arrivée en avance, espérant aider à la mise en place, mais le traiteur avait tout sous contrôle. La salle s'est vite remplie d'employés de clients et de leurs familles.
Je me suis retrouvée près du fond à regarder Léo arpenter la salle avec Chloé à ses côtés. Elle était éblouissante dans une robe de cocktail noir qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel de course. Ils se déplaçaient comme un couple de pouvoir serrant des mains, riant au bon moment, jouant leur rôle à la perfection. Mesdames et messieurs, la voix de Léo a retenti dans le micro alors qu'il montait sur scène. Merci à tous de célébrer une autre année de succès avec nous. Les applaudissements ont rempli la salle. J'ai applaudi aussi, le cœur gonflé de fierté malgré tout. C'était mon fils, mon garçon, à la tête de l'entreprise que son père avait bâtie. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu cette année possible. Athée, il continuait. Nos employés dévoués, nos clients fidèles et surtout ma famille. Mon cœur a fait un bond. Il allait me mentionner, me remercier pour l'investissement, pour tout ce que j'avais sacrifié. Maman, pourrais-tu monter sur scène un instant? Je me suis frayé un chemin à travers la foule, les joues rouges de gêne d'être au centre de l'attention, mais aussi d'anticipation. Enfin, il allait reconnaître ce que je représentais pour cette famille, pour cette entreprise. Quand j'ai atteint la scène, Léo a souri ce sourire charmant qui le sortait d'affaire depuis qu'il avait 5 ans. Je veux remercier ma mère Odile Martin pour tout son soutien au fil des ans. Il a sorti de la poche de sa veste un petit paquet cadeau. Mon cœur s'est emballé. Devant tous ces gens, il allait enfin montrer à quel point il m'estimait. Je l'ai déballé avec soin consciente que des dizaines de paires d'yeux me regardaient. À l'intérieur se trouvait une seule fleur en soie, du genre qu'on achète dans une station-service pour 5 €. Elle est magnifique. Ai-je réussi à dire, ma voix s'étranglant légèrement? Les applaudissements furent polis, mais brefs. Et maintenant, a poursuivi Léo, sa voix gagnant en énergie, je voudrais appeler quelqu'un de vraiment spécial. La mère de Chloé, Madame Patricia Leroy, a joué un rôle déterminant en nous aidant à comprendre les pratiques commerciales modernes. Elle a été un mentor et un guide pendant cette transition. La mère de Chloé, élégante dans son tailleur de créateur, a glissé sur la scène avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'elle est à sa place. Patricia, a dit Léo, votre sagesse et vos conseils ont été inestimables. En petit témoignage de notre reconnaissance. Il a sorti un écrin à bijoux. Même de là où je me tenais, je pouvais voir qu'il venait d'une boutique de luxe. Patricia l'a ouvert, et la bague en diamant à l'intérieur a capté les lumières de la scène scintillant comme des étoiles capturées. C'est un symbole de notre amitié, a annoncé Léo. Mais en réalité, vous faites partie de la famille maintenant. Les applaudissements furent tonitruants. Les gens se levaient même. Patricia a tamponné ses yeux avec un mouchoir submergé par le geste. Je suis restée là serrant ma fleur, en soie à 5 €, regardant mon fils couvrir d'affection et de cadeaux coûteux, une femme qu'il connaissait depuis 3 ans, tandis que moi, la femme qui avait tout sacrifié pour lui, j'avais droit à une fleur de station-service. La pièce a légèrement tourné. Je me suis excusée et je suis allée aux toilettes où j'ai fixé mon reflet sous la lumière fluorescente. La femme qui me regardait avait l'air vieille, fatiguée, invisible. Quand étais-je devenue si jetable? J'ai passé de l'eau froide sur mon visage et j'ai pris plusieurs grandes respirations. C'était normal. La mère de Chloé aidait dans l'entreprise. La bague n'était que de la gratitude. La fleur était un message. Quand je suis retournée dans la salle principale, j'ai aperçu Maître Dubois, mon avocat, près du bar. Il a levé son verre vers moi en un toast discret, et je lui ai répondu d'un signe de tête. Alors que je regardais mon fils continuer son discours parlant de nouvelles directions et de perspectives nouvelles, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La blessure était là profonde et douloureuse, mais en dessous il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La clarté. En rentrant chez moi après la soirée de l'entreprise, je ne pouvais pas empêcher mes mains de trembler. La fleur en soie était posée sur le siège passager, se moquant de moi avec sa gaieté artificielle. 5 €. Voilà ce que valaient 37 ans de maternité pour mon fils. Je me suis garée dans mon allée, sauf que ce n'était plus mon allée. Les nouveaux propriétaires emménageaient la semaine suivante. Je logeais dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, un arrangement temporaire, jusqu'à ce que je sache quoi faire. Mais assise dans cette voiture de location fixant la maison où j'avais élevé Léo, les souvenirs ont afflué que je le veuille ou non.
Léo avait 7 ans quand Robert nous a quittés. Je me souviens être rentrée de mon travail à la banque pour trouver un mot sur le comptoir de la cuisine. Même pas la politesse d'un au revoir en face. Je ne peux plus continuer comme ça, Odile. J'ai besoin d'autre chose. C'était tout. 20 ans de mariage réduits à 2 phrases. Léo m'a trouvée en larmes à cette même table de cuisine plus tard dans la soirée. « Il est où, papa ?» a-t-il demandé, ses petites mains serrant un camion jouet. Papa a dû partir pour le travail. Ai-je menti en le prenant sur mes genoux? Mais je suis là. Je serai toujours là. Et je l'ai été. À travers tout ce qui a suivi, j'étais là. Mon travail à la banque suffisait à couvrir les besoins de base, mais à peine. Alors j'ai pris un deuxième emploi à nettoyer des bureaux la nuit. Léo faisait ses devoirs dans des salles de conférence vides pendant que je passais l'aspirateur et faisais la poussière. Parfois il s'endormait sur un canapé et je le portais jusqu'à la voiture à minuit, son petit corps lourd dans mes bras. « Pourquoi tu travailles autant, maman ?» m'a-t-il demandé une fois quand il avait 10 ans. « Pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, » lui ai-je répondu. « Pour que tu puisses aller à l'université et devenir tout ce que tu veux. » Il semblait accepter cela. À l'époque, il me serrait encore dans ses bras pour me dire bonne nuit. Quand Léo a eu 12 ans, j'ai découvert son don pour les chiffres. Son professeur de mathématiques m'a convoqué. Madame Martin-Léo a un réel potentiel en commerce et en mathématiques. Avez-vous envisagé des programmes accélérés ? J'y avais pensé. J'avais fait des recherches sur chaque option, chaque bourse, chaque opportunité. Mais la plupart nécessitaient des investissements que je ne pouvais pas me permettre. Cours particuliers, programme d'été, équipement. Alors, j'ai pris un 3e emploi, de la comptabilité le week-end, pour de petites entreprises. Mes journées commençaient à 6 heures du matin et se terminaient après minuit. Je survivais grâce au café et aux rêves de l'avenir de Léo. « Maman, tu n'as pas besoin de travailler si dur », m'a dit Léo adolescent un dimanche, alors que je m'assoupissais pendant un de ses exposés scolaires. « Je peux trouver un travail. » Aider. « Non, » ai-je dit fermement. « Ton travail, c'est d'étudier. Le mien, c'est de m'assurer que tu puisses le faire. » Je me suis épuisée au travail pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. Quand il a été accepté dans une grande école de commerce, avec une bourse partielle, j'étais si fière que j'ai pleuré pendant 1 heure. Mais partielle ne voulait pas dire complète. J'ai contracté des prêts hypothécaires sur la maison pour couvrir le reste. « Je te rembourserai, maman », a-t-elle promis le jour où je l'ai conduit au campus. « Quand je dirigerai l'ancienne entreprise de papa, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. » Je l'ai cru, non pas parce que j'avais besoin de l'argent en retour, mais parce que je pensais que sa gratitude durerait. Mais quelque chose a changé pendant ses études. Ses appels sont devenus plus courts, moins fréquents. Quand il a ramené Chloé à la maison pendant sa dernière année, j'ai senti le changement immédiatement. Chloé était raffinée d'une manière que je n'avais jamais été. Elle parlait de stratégie de marché et de positionnement de marque, comme si elle était née en comprenant ces concepts. Ses parents étaient professeurs à l'université. Elle avait grandi dans des cercles académiques, des résidences secondaires, des discussions intellectuelles autour d'un verre de vin. Odile m'a-t-elle dit la première fois qu'elle est restée dîner. « C'est si intéressant de voir comment vous avez réussi à maintenir cette petite entreprise à flot après le départ de Robert. Si pittoresque. » Pittoresque ? Comme si j'étais une pièce de musée. Je l'ai regardé étudier notre maison pendant cette visite, ses yeux cataloguant ce qui avait besoin d'être rénové, ce qui ne correspondait pas à ses standards. Quand elle a suggéré que Léo pourrait vouloir moderniser son approche de l'entreprise familiale, j'ai senti le premier frisson de ce qui allait arriver. Après leur mariage, les changements se sont accélérés. Soudain, mes dîners hebdomadaires avec Léo sont devenus mensuels, puis sporadiques. Quand j'appelais Chloé, répondait souvent « Oh, Odile Léo est en réunion. Vous savez comme il est occupé avec la planification de la transition. Je lui dirai de vous rappeler. » Il le faisait rarement. L'entreprise avait eu du mal depuis le départ de Robert. J'avais réussi à la maintenir à flot, mais de justesse. Quand Léo a été diplômé et a exprimé le souhait de prendre la relève, j'ai été soulagée. Enfin, les sacrifices allaient payer, l'entreprise allait grandir, l'héritage familial allait continuer. Mais le Léo qui est revenu de ses études n'était pas le garçon que j'avais élevé. Cette version était impatiente face à mes questions méprisantes envers mon expérience.
Quand je suggérais que nous examinions les comptes ensemble, il soupirait. « Maman, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je dois aborder cela de manière professionnelle maintenant. » Chloé m'a aidé à comprendre les pratiques commerciales modernes. L'influence de Chloé a grandi comme du lierre subtil mais étouffante. Elle a convaincu Léo que la famille et les affaires ne devaient pas se mélanger, que les décisions émotionnelles menaient à des désastres financiers. Chaque tradition que j'avais essayé de maintenir était examinée et jugée insuffisante. Les primes de Noël sont dépassées. Hâtée, elle dit à Léo, un mois de décembre. Les incitations basées sur la performance sont plus efficaces. Les repas de famille du dimanche pour les employés créent des problèmes de responsabilité. Hâtée, elle dit une autre fois. Les limites professionnelles sont importantes. Morceau par morceau, elle a démantelé la culture que Robert et moi avions bâtie, remplaçant la chaleur par l'efficacité, la loyauté par les marges de profit. J'ai essayé de m'adapter. J'ai acheté des magazines économiques, lu des articles sur le management moderne. J'ai suggéré des mises à niveau informatiques de nouvelles stratégies marketing, mais tout ce que je proposais était accueilli par un rejet poli. C'est une idée intéressante, maman, mais nous travaillons avec des consultants spécialisés dans ce domaine maintenant. Les consultants, j'ai appris plus tard, étaient d'anciens camarades de classe de Chloé. Le soir où j'ai décidé de vendre ma maison, j'étais assise dans mon salon vide, entourée de cartons de souvenirs que personne d'autre ne semblait apprécier. Léo avait appelé pour me parler de ses plans d'expansion, sa voix pétillante d'excitation. On pourrait doubler notre chiffre d'affaires en 2 ans, maman. Mais il nous faut du capital pour l'équipement, le marketing de nouvelles embauches. C'est un gros investissement. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, sachant déjà que je trouverais un moyen. Honnêtement, environ 50 000 € nous permettraient de démarrer. Mais ne t'inquiète pas pour ça. On trouvera une solution. J'ai raccroché et j'ai appelé l'agent immobilier le soir même. Maintenant assise en face de la maison que j'avais sacrifiée pour lui, tenant une fleur à 5 €, tandis que la mère de Chloé portait une bague à 7 000 €, j'ai enfin compris ce que j'avais été trop aveugle pour avoir. Je n'étais plus la mère de Léo. J'étais juste un autre investisseur qui avait survécu à son utilité. Mais ce que Léo ne savait pas, ce que Chloé ne savait pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'il ne pouvait l'imaginer. La douleur que j'ai ressentie ce soir-là n'était pas une surprise. C'était la confirmation que tout ce dont Maître Dubois et moi avions discuté était absolument nécessaire. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Maître Bernard Dubois, le même bureau où Robert et moi avions rédigé nos testaments 25 ans plus tôt. Maître Dubois était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire. Pas seulement la version que Léo et Chloé avaient construite, mais la vérité sur ce que j'avais bâti et ce que j'avais sacrifié. « Comment vous sentez-vous après hier soir ?» m'a-t-il demandé en me servant un café de la cafetière qu'il gardait sur sa crédence. Sa voix apportait la douce sollicitude de quelqu'un qui m'avait vu naviguer à travers des décennies de décisions difficiles, comme si j'avais marché en somnambule pendant 3 ans. Ai-je admis, mais je suis réveillée maintenant. Maître Dubois a hoché la tête, s'installant derrière son bureau. À 72 ans, il se déplaçait plus lentement qu'avant, mais son esprit était plus vif que jamais. Il avait été l'ami de Robert avant de devenir notre avocat, et après le départ de Robert, il m'avait aidé à comprendre les complexités juridiques de la gestion de l'entreprise seul. « Racontez-moi ce que vous avez observé hier soir », a-t-il dit en sortant un dossier épais que j'ai reconnu immédiatement. Tout ce que nous suspections. Le mépris, le favoritisme envers la famille de Chloé, le manque total de respect pour mes contributions. J'ai fait une pause, me remémorant le poids de cette fleur en soie dans mes mains. Maître, quand suis-je devenu si invisible pour mon propre fils ? La question n'est pas quand, a répondu doucement Maître Dubois. La question est ce que nous allons faire à ce sujet maintenant que vous le voyez clairement. Il a ouvert le dossier et j'ai vu les documents que nous préparions depuis des mois. La plupart des gens seraient surpris d'apprendre que j'avais planifié cette éventualité depuis le jour où Léo a annoncé ses fiançailles. Mais j'avais passé trop d'années à regarder d'autres femmes se faire prendre au dépourvu par des membres de leur famille qui les voyaient comme des obstacles plutôt que comme des personnes. Passons en revue ce que nous avons, a dit Maître Dubois, en étalant des papiers sur son bureau. Le premier document étaient les statuts originaux de la société, déposés par Robert en 1987. Ce que la plupart des gens ne réalisaient pas, ce que Léo ne réalisait pas, c'est que j'avais été inscrite comme co-gérante depuis le début. Quand Robert est parti, ses parts ne se sont pas volatilisées. Elles sont devenues entièrement miennes.
Expliquez-moi à nouveau comment Léo pense qu'il possède l'entreprise, a dit Maître Dubois. Nous avions déjà abordé ce sujet. Quand il est revenu de ses études, il était si sûr de lui pour prendre la relève. Il en parlait comme si c'était déjà décidé, comme si la propriété lui revenait naturellement parce qu'il était le fils de Robert. Je ne l'ai jamais corrigé parce que je voulais qu'il se sente en confiance pour prendre des initiatives. J'ai secoué la tête devant ma propre naïveté. Je pensais que s'il prouvait ses capacités, nous officialiserions le transfert correctement. Mais aucun transfert n'a jamais eu lieu. Non. J'attendais qu'il pose les bonnes questions, qu'il montre un intérêt pour les aspects juridiques. Mais il était tellement concentré sur le côté opérationnel, et Chloé le poussait à voir plus grand que la paperasse. Je pense qu'elle a supposé que l'entreprise lui reviendrait tout simplement un jour. Maître Dubois a pris une note. Et les 50 000 € que vous avez investis le mois dernier? C'était un prêt personnel à l'entreprise documenté en bonne et due forme. J'ai sorti ma copie de l'accord de prêt que Maître Dubois avait insisté pour que j'utilise au lieu de simplement faire un chèque avec des intérêts et des conditions de remboursement. Ce qui nous amène aux parts, a poursuivi Maître Dubois. C'était la partie qui me stupéfiait encore. Il y a 6 mois, quand j'avais commencé à me sentir mal à l'aise, à propos de l'influence de Chloé, j'avais demandé à Maître Dubois d'examiner la structure de l'entreprise. Ce que nous avions découvert, c'est que dans tout son enthousiasme à moderniser et à se développer, Léo n'avait jamais réellement pris le contrôle légal de l'entreprise. Il a agi comme s'il en était le propriétaire, a expliqué Maître Dubois. Mais légalement, vous conservez 60% des parts. Les 40% restants étaient détenus en fiducie pour lui en attente d'une planification de succession en bonne et due forme qui n'a jamais eu lieu. Donc quand il m'a donné cette fleur hier soir, il manquait de respect à l'actionnaire majoritaire de son entreprise. L'ironie ne m'a pas échappé. Léo pensait qu'il congédiait sa mère exigeante. En réalité, il insultait son associé. Il y a autre chose, a dit Maître Dubois, son ton devenant plus sérieux. J'ai examiné les récents dossiers financiers de l'entreprise, ceux que vous avez le droit de consulter en tant qu'actionnaire majoritaire. Il m'a tendu une feuille de calcul qui m'a retourné l'estomac. Mettre ces chiffres. Je sais. Les dépenses de l'entreprise ont considérablement augmenté depuis que Léo a pris le contrôle opérationnel. Regardez cette ligne. Divertissement pour la direction. J'ai parcouru les chiffres. 12 000 € en 3 mois pour des divertissements. Mon assistante a fait quelques recherches. Cela inclut l'achat des bijoux pour la mère de Chloé, une escapade d'un week-end pour leur anniversaire et plusieurs dîners coûteux avec des clients potentiels qui ne se sont jamais concrétisés. Mes mains se sont crispées sur les papiers. Il utilise les fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Il semblerait. Et voici la partie préoccupante. Avec ces schémas de dépenses, l'entreprise sera en difficulté financière d'ici 6 mois même, avec votre injection de 50 000 €. Je me suis adossée à ma chaise, sentant le poids de la trahison s'installer plus profondément. Non seulement Léo m'avait manqué de respect personnellement, mais il gérait mal l'entreprise que j'avais aidé à construire et à préserver. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Maître Dubois a sorti une autre série de documents. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous en avez plusieurs. Vous pouvez convoquer une réunion du conseil d'administration et examiner toutes les décisions financières. Vous pouvez exiger une approbation pour les dépenses dépassant un certain montant, ou vous pouvez exercer vos droits d'actionnaire majoritaire et reprendre le contrôle actif de l'entreprise. La pensée était à la fois terrifiante et libératrice. J'avais pris du recul pour donner à Léo l'espace de diriger, mais il avait interprété mon respect pour son autonomie comme une abdication de mon autorité. À quoi cela ressemblerait-il en pratique ? Vous seriez de nouveau en charge des décisions majeures. Léo pourrait rester en tant que directeur opérationnel, mais sous votre supervision. Toutes les dépenses importantes nécessiteraient votre approbation et toute modification de la politique ou de la structure de l'entreprise nécessiterait votre consentement. J'ai pensé à la façon dont Léo avait rejeté mes suggestions, comment Chloé l'avait convaincu que l'implication familiale n'était pas professionnelle. Il m'avait voulu hors de l'entreprise. Maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre pourquoi cela avait été une erreur. « Il y a une dernière chose que vous devriez savoir », a dit Maître Dubois, sa voix prudente. « J'ai reçu un appel hier
d'un courtier en affaires. Quelqu'un s'est renseigné sur la disponibilité de l'entreprise à la vente. Quoiqu'y, la demande était anonyme, mais le moment est suspect. Je suppose que Léo et Chloé explorent des options qui leur donneraient des liquidités sans avoir à gérer les complications familiales. La trahison me coupa encore plus profondément. Ils ne se contentaient pas de me rejeter. Ils prévoyaient de vendre l'entreprise que mon mari avait bâtie, que j'avais sacrifiée pour la préserver sans même me consulter. Maître, je veux convoquer une réunion du conseil d'administration. Quand? Cette semaine. Il est temps que mon fils apprenne à qui appartient vraiment cette entreprise. Maître Dubois a souri la première fois que je le voyais avoir l'air satisfait depuis des mois. Je préparerai les notifications appropriées. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous avez le droit de convoquer une réunion d'urgence avec un préavis de 48 heures. Et l'examen financier, j'aurai un audit complet prêt. Chaque dépense, chaque décision, chaque changement de politique, depuis que Léo a pris le contrôle opérationnel. S'il veut diriger une entreprise, il va apprendre ce qu'est la vraie responsabilité. J'ai quitté le bureau de Maître Dubois en ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un sentiment de puissance. Pas de vengeance, pas de colère, mais une clarté sur ma valeur et mes droits. Léo pensait pouvoir me congédier avec une fleur bon marché, tout en comblant les autres de cadeaux coûteux. Il était sur le point de découvrir que le respect n'était pas optionnel lorsqu'on traitait avec son associé. Le trajet du retour m'a donné le temps de réfléchir à la suite. Je n'essayais pas de blesser mon fils ou de détruire ce que nous avions construit ensemble, mais j'en avais fini d'être traité comme un inconvénient dans l'entreprise de ma propre famille. Ce soir-là, j'ai appelé Léo. Chloé a répondu comme d'habitude. « Oh, salut Odile !» Léo examine des propositions. Je peux lui demander de te rappeler. En fait, Chloé, j'ai besoin de lui parler maintenant. C'est pour les affaires. Il y a eu une pause. Chloé n'avait pas l'habitude d'entendre de l'autorité dans ma voix. Laisse-moi le chercher. Quand Léo est venu au téléphone, son ton était distrait. « Salut maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis assez occupée ce soir. Je t'appelle pour t'informer que j'ai programmé une réunion du conseil d'administration pour jeudi à 14 heures. Maître Dubois enverra la convocation officielle demain. » Une réunion du conseil, maman, on ne fait pas vraiment de réunion formelle du conseil. Si tu as des questions sur l'entreprise, on peut juste en parler. Léo, ai-je dit calmement, ce n'est pas une demande. En tant qu'actionnaire majoritaire, je convoque une réunion d'urgence du conseil pour examiner les opérations et la gestion financière de l'entreprise. J'attends que toi et toutes les autres parties concernées soyez présents. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Actionnaire majoritaire. Oui, mon fils. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation sur la façon dont cette entreprise fonctionne réellement. Le jeudi après-midi est arrivé gris et bruneux, ce qui semblait approprié pour ce que je savais être une conversation inconfortable. Je me suis habillée avec soin, un tailleur bleu marine, que j'avais porté à d'importantes réunions bancaires des années auparavant, mis au goût du jour, avec un chemisier en soie et des boucles d'oreilles en perles. Je voulais ressembler à ce que j'étais une femme d'affaires, pas seulement la mère de quelqu'un. Je suis arrivée au bureau 15 minutes en avance. La salle de conférence semblait différente maintenant que je comprenais ma position réelle ici. Ce n'était pas le domaine de Léo où j'entrais en tant qu'invitée. C'était mon entreprise où je lui permettais de travailler. Maître Dubois était assis en face de moi, sa mallette ouverte et ses dossiers organisés. Il avait préparé 3 copies de chaque document, une pour moi, une pour Léo et une pour les archives de l'entreprise. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé à voix basse. « Comme si j'étais sur le point de me réveiller d'un très long rêve », ai-je répondu. Léo est arrivé pile à l'heure Chloé, juste derrière lui. J'ai remarqué comment elle a balayé la pièce du regard, notant la présence de Maître Dubois et la mise en place formelle. Son expression est passée d'une légère curiosité à de l'inquiétude. « Maman, je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons besoin de Maître Dubois ici pour une discussion de famille, » a dit Léo en s'asseyant en face de moi. « Parce que ce n'est pas une discussion de famille, » ai-je répondu d'un ton égal. « C'est une réunion de travail entre associés. » Chloé s'est légèrement penchée en avant. Associé Maître Dubois a ouvert sa mallette et a sorti la première série de documents. Peut-être devrions-nous commencer par la structure actuelle de l'actionnariat de l'entreprise. Il a fait glisser des papiers sur la table vers Léo et Chloé. J'ai regardé le visage de mon fils pendant qu'il lisait, voyant la confusion laisser place à quelque chose approchant la panique. « Je ne comprends pas », a dit Léo lentement.
Ces papiers montrent que tu possèdes 60% de l'entreprise. C'est exact, ai-je répondu. Je suis l'actionnaire majoritaire depuis que ton père est parti. Tu as opéré sous l'autorité de gestion que je t'ai accordée, mais la propriété n'a jamais été transférée. Chloé a arraché les papiers des mains de Léo, ses yeux les parcourant rapidement. Je me suis retirée des opérations quotidiennes, ai-je clarifié. Je ne me suis jamais retirée de la propriété. Maître Dubois a sorti un autre dossier. Cela nous amène à l'examen financier que Madame Martine a demandé en tant qu'actionnaire majoritaire. Un examen financier, la voix de Léo s'est légèrement brisée. Oui, ai-je dit ma voix stable malgré le tumulte dans ma poitrine. En tant que propriétaire d'entreprise, j'ai le droit d'examiner comment les fonds de l'entreprise sont utilisés. Maître Dubois a étalé des impressions montrant les 6 derniers mois de dépenses de l'entreprise. Les chiffres étaient encore pires que ce qu'il m'avait montré dans son bureau. Léo, ai-je dit en montrant des lignes spécifiques, peux-tu expliquer ces frais 1700 € pour un dîner au Grand Véfour, 3000 € pour un week-end au Ritz, un achat de bijoux pour 7000 €? Léo s'est agité mal à l'aise. C'était des dépenses professionnelles, divertissement de clients, développement de relations. Quel client a demandé Maître Dubois consultant ses notes? J'ai appelé le restaurant et l'hôtel. Aucune de ces occasions n'incluait quelqu'un en dehors de votre famille immédiate. Le visage de Chloé est devenu rouge. C'est du harcèlement. Toute entreprise a des frais de représentation. Toute entreprise, en effet, ai-je convenu. Mais la plupart ne facturent pas des achats de bijoux personnels sur les comptes de l'entreprise, surtout quand ces bijoux étaient un cadeau pour la belle-mère du dirigeant lors d'une célébration d'entreprise. La bague. Je l'avais suspecté dès que Léo avait sorti cet écrin coûteux. Mais le voir détaillé dans les livres de compte de l'entreprise m'a retourné l'estomac. Cette bague était un témoignage de reconnaissance, a dit Chloé sur la défensive. Ma mère a joué un rôle déterminant en conseillant les stratégies de croissance de l'entreprise. Votre mère n'a aucun rôle officiel au sein de l'entreprise, a répondu Maître Dubois, vérifiant un autre document. Elle n'est ni employée, ni consultante, ni membre du conseil d'administration. Elle n'a pas droit à des cadeaux achetés avec les fonds de l'entreprise. Léo a passé ses mains dans ses cheveux. Maman, je peux tout expliquer. Les frais de représentation sont normaux. La bague était peut être une erreur, mais nous pouvons rembourser. La bague n'est qu'un élément, ai-je interrompu. Maître, montrez-leur l'analyse complète. Maître Dubois a sorti une synthèse détaillée qui dressait un tableau accablant. En 6 mois, Léo avait augmenté les dépenses de l'entreprise de 40% alors que le chiffre d'affaires restait stable. Les 50 000 € que j'avais investis avaient déjà presque disparu, absorbés par des efforts de modernisation qui semblaient consister principalement en dîners coûteux et en décoration de bureaux. À ce rythme, a dit Maître Dubois d'un ton neutre, l'entreprise sera insolvable d'ici 4 mois. C'est impossible, a lâché Chloé. L'entreprise est en pleine croissance. Nous avons de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. Quels clients, ai-je demandé? J'ai examiné les contrats réels. Le chiffre d'affaires est en baisse de 12% par rapport à l'année dernière. Léo avait l'air anéanti. L'expansion prend du temps. Nous investissons dans la croissance. Vous dépensez de l'argent que l'entreprise n'a pas pour des luxes personnels. Ai-je dit fermement. Ce n'est pas de l'investissement. C'est de la mauvaise gestion. Chloé s'est levée brusquement. Je n'ai pas à rester ici pour écouter des accusations. Léo, nous devrions y aller. Asseyez-vous, ai-je dit doucement, mais avec une autorité que je n'avais pas utilisée depuis des années. Cette réunion n'est pas terminée. Chloé a hésité, clairement pas habituée à ce que je lui parle de cette façon. Lentement, elle s'est assise. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. À compter d'aujourd'hui, toutes les dépenses de l'entreprise supérieures à 500 € nécessiteront mon approbation écrite. Toutes les cartes de crédit de l'entreprise sont suspendues en attente d'examen. Tous les frais personnels imputés au compte de l'entreprise seront remboursés dans les 30 jours ou déduits des salaires. « Vous ne pouvez pas faire ça », a dit Chloé, sa voix tremblant de colère. « En fait, si elle le peut », a répondu calmement Maître Dubois. « En tant qu'actionnaire majoritaire, Madame Martin,
à l'autorité de mettre en œuvre tous les contrôles financiers qu'elle juge nécessaires. Léo a regardé Maître Dubois, puis moi, la compréhension se faisant enfin jour. « Maman, est-ce que tu me retires l'entreprise ?» La douleur dans sa voix a presque brisé ma résolution. C'était toujours mon fils, toujours le petit garçon pour lequel j'avais cumulé 3 emplois. Mais c'était aussi un homme adulte qui m'avait manqué de respect publiquement tout en gérant mal l'entreprise que j'avais sacrifiée pour préserver. « Je ne te retire rien », ai-je dit avec soin. « Je reprends ce qui a toujours été à moi. Tu peux continuer en tant que directeur des opérations, mais sous une supervision adéquate. »« C'est ridicule », a dit Chloé en se levant à nouveau. « Léo, nous n'avons pas à accepter ça. Nous pouvons contester cela en justice. » Maître Dubois a souri légèrement. « Je serais ravie de représenter Madame Martin dans toute procédure judiciaire. Les documents de propriété sont très clairs et la mauvaise gestion financière est bien documentée. » Mauvaise gestion financière. La voix de Léo s'est élevée. « Je construis quelque chose ici. J'essaye de faire grandir l'entreprise que mon père a fondée. »« Ton père a fondé cette entreprise, » ai-je dit doucement. « Mais c'est moi qui l'ai maintenue en vie après son départ. C'est moi qui ai cumulé plusieurs emplois pour payer les factures quand tu étais trop jeune pour comprendre. C'est moi qui ai contracté des prêts sur ma maison pour financer tes études. Et c'est moi qui ai vendu cette maison pour te donner 50 000 € à investir dans l'expansion. » La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la pluie qui crépitait contre les fenêtres. « Je t'ai donné la responsabilité de la gestion parce que je te faisais confiance. » Ai-je continué. « Mais la confiance doit se mériter et tu m'as montré que tu te souciais plus d'impressionner la famille de Chloé que de respecter la mienne. » Les yeux de Léo se sont remplis de larmes. « Maman, tu m'as donné une fleur à 5 € tout en dépensant 7 000 € de l'argent de l'entreprise pour la mère de quelqu'un d'autre. » Ai-je dit ma voix stable, malgré l'émotion qui la coua. Sous-tendait. « Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont tu évalues mes contributions. » Chloé a attrapé le bras de Léo. « Nous n'avons pas à rester pour subir ces abus. Viens. » Mais Léo n'a pas bougé. Il fixait les papiers étalés sur la table, les preuves de sa mauvaise gestion financière, la réalité juridique de sa position. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-il finalement demandé. « Je veux que tu prouves que tu peux diriger une entreprise de manière responsable, » ai-je répondu. « Je veux que tu me montres le respect que j'ai mérité par 30 ans de sacrifice. Et je veux que tu te souviennes qu'être un fils ne te donne droit à rien. Tu dois mériter ce que tu obtiens, comme tout le monde. » Maître Dubois a commencé à rassembler ses documents. Madame Martin reprendra la supervision active des opérations de l'entreprise à partir de lundi. Tous les projets en cours se poursuivront, mais toutes les nouvelles dépenses et tous les nouveaux engagements nécessitent son approbation. Alors que nous nous préparions à partir, Chloé a finalement explosé. C'est exactement pourquoi les entreprises familiales échouent. L'émotion avant la logique, les rancunes avant le profit. Vous allez détruire tout ce que Léo a construit. Je me suis arrêtée à la porte de la salle de conférence et je l'ai regardé. Chloé Léo a construit cette entreprise avec mon argent, mon sacrifice et ma confiance. Si elle est détruite, ce ne sera pas parce que je lui ai demandé des comptes. En marchant vers ma voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La confrontation avait été douloureuse mais nécessaire. Léo devait apprendre que le respect n'était pas optionnel, que la propriété entraînait des responsabilités et que je n'étais plus seulement sa mère. J'étais son associé et il était temps qu'il commence à se comporter comme tel. Et la première semaine de ma supervision reprise s'est déroulée dans le calme, presque trop calmement. Léo soumettait des notes de frais sans discuter, assistait à nos réunions hebdomadaires prévues et maintenait une attitude professionnelle qui semblait étrangement vide. Mais je connaissais assez bien mon fils pour reconnaître le calme avant la tempête. Elle est arrivée un vendredi soir. J'examinais les rapports financiers de la semaine dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Chloé s'est affiché à l'écran. Odile. Sa voix était mielleuse. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'espérais que nous pourrions parler de femme à femme. À propos de quoi, Chloé? À propos de cette situation avec l'entreprise. Je pense qu'il y a eu un malentendu et que nous pouvons trouver un arrangement qui soit meilleur pour tout le monde.
J'ai presque ri. Maintenant, elle voulait négocier. Je vous écoute, ai-je dit sincèrement curieuse de l'approche qu'elle adopterait. Eh bien, Léo est tout simplement dévasté par la tournure des événements. Il a l'impression que vous ne lui faites pas confiance, que vous pensez qu'il est un échec. Et honnêtement, Odile, toute cette prise de contrôle affecte vraiment son estime de soi. Voilà. La manipulation par la culpabilité pile à l'heure. Chloé, l'estime de soi de Léo n'est pas ma responsabilité. Sa performance, en tant que directeur d'entreprise, si. Mais c'est justement ça. Hâtée, elle poursuivit sa voix gagnant en assurance. L'entreprise se portait bien avant votre intervention. Oui, il y a eu quelques dépenses, mais c'est normal pour une entreprise en croissance. Vous êtes trop conservatrice, trop effrayée par le risque. Une bague à 7 000 € n'est pas un risque commercial, Chloé. C'est une dépense personnelle avec les fonds de l'entreprise. Cette bague était un investissement dans les relations. Ma mère a des relations de l'influence. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. J'ai posé mon stylo et lui ai accordé toute mon attention. Que proposez-vous exactement ? Je pense que vous devriez à nouveau prendre du recul. Laissez Léo diriger l'entreprise comme il se doit. Vous avez prouvé ce que vous aviez à prouver. Montrez votre autorité. Maintenant, laissez-le se remettre à construire l'entreprise. Et si je refuse, la douceur dans sa voix a disparu. Alors, vous allez détruire votre relation avec votre fils de façon permanente. Léo se sent humilié, contrôlé, comme s'il ne pouvait pas être un homme avec sa mère qui surveille chacun de ses mouvements. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Ce que je veux, ai-je dit lentement, c'est que mon fils dirige une entreprise rentable de manière responsable. Si cela le blesse dans ses sentiments peu, être doit-il examiner pourquoi. Vous êtes cruel, Odile. La famille devrait se soutenir, pas se déchirer pour de l'argent. Je suis tout à fait d'accord, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous avez convaincu mon fils de me traiter comme un inconvénient tout en comblant votre famille de cadeaux coûteux. Un silence s'est installé entre nous. Quand Chloé a de nouveau parlé, son masque était complètement tombé. Vous savez quoi ? Très bien. Si vous voulez jouer la carte de la fermeté, nous pouvons le faire aussi. Léo n'a pas besoin de cette entreprise. Il a des options, de meilleures options. Des entreprises qui apprécieraient sa vision, des opportunités où il n'aurait pas à rendre de compte à quelqu'un qui est coincé dans le passé. Voilà la menace que j'attendais. Chloé, si Léo veut quitter l'entreprise, c'est son choix. Mais il partira de la même manière qu'il est venu, avec rien d'autre que son éducation et son potentiel. Nous verrons bien. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise dans mon appartement fixant le téléphone, me sentant plus triste qu'en colère. Chloé se battait pour ce qu'elle considérait comme l'avenir de sa famille, mais elle le faisait en essayant de me manipuler et de me menacer. Cela me rappelait trop la tactique qu'elle avait utilisée pour éloigner Léo de moi au départ. Le lundi suivant, Maître Dubois a appelé avec des nouvelles que je redoutais. « Odile, j'ai reçu des documents ce matin. Léo et Chloé ont engagé un avocat. Ils contestent votre autorité sur l'entreprise. Pour quel motif ? Ils invoquent l'abus d'influence et mettent en doute votre compétence mentale pour prendre des décisions commerciales. » Les mots m'ont frappé comme un coup. Mon propre fils plaidait devant un tribunal que j'étais mentalement incompétente. Ils allèguent également que vous avez pris le contrôle de l'entreprise pour les contrarier personnellement et non pour des raisons commerciales légitimes. J'ai fermé les yeux, sentant une profonde lassitude m'envahir. Que devons-nous faire ? Nous devons tout documenter. Votre acuité mentale, les raisons commerciales de vos décisions, les preuves financières de la mauvaise gestion. Heureusement, nous avons tout cela. Combien de temps cela prendra, Théil ? Des mois, potentiellement. Mais, Odile, il y a autre chose. Il demande une injonction immédiate pour vous empêcher de faire des changements majeurs dans les opérations de l'entreprise pendant que l'affaire est en cours. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur aînée Marguerite, chose que je faisais rarement. À 70 ans, elle avait mené ses propres batailles avec des membres de sa famille ingrats. « Maggie, j'ai besoin de te demander quelque chose. Suis-je déraisonnable ? » Je lui ai raconté toute l'histoire de la soirée de l'entreprise à la contestation judiciaire. Elle a écouté sans interrompre, faisant parfois de petits bruits de désapprobation. Odila a hâté, elle dit quand j'ai fini, ce garçon a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Mais es-tu prête à ce que ça devienne encore plus laid ? Que veux-tu dire ?
Une fois que les avocats sont impliqués, les familles disent des choses qu'elles ne peuvent pas reprendre. Es-tu prête à ce que Léo se lève au tribunal et témoigne que tu es incompétente? Es-tu prête à combattre ton propre fils publiquement? J'ai pensé au petit garçon qui s'endormait dans mes bras pendant que je travaillais. Tard au bureau. L'adolescent qui avait promis de me rembourser ses frais de scolarité. Le jeune homme qui m'avait regardé dans les yeux et avait qualifié l'entreprise de sa vision. Maggie, je l'ai élevé pour qu'il soit meilleur que ça. S'il veut me combattre, alors je lui montrerai ce qu'est la vraie force. La bataille juridique a commencé sérieusement 2 semaines plus tard. Chloé avait convaincu Léo que je traversais une sorte de crise de la quarantaine tardive, que ma décision de réaffirmer mon contrôle était irrationnelle et vindicative. Leur avocat m'a dépeinte comme une vieille femme amère essayant de punir son fils qui réussit. Mais Maître Dubois s'était préparé méticuleusement. Nous avions des dossiers financiers montrant la mauvaise gestion, la documentation de chaque achat personnel coûteux, imputé à l'entreprise, et les témoignages des employés de longue date de l'entreprise sur les changements de style, de direction. La preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue. Jeanne, la comptable de longue date de l'entreprise, s'est manifestée avec des dossiers qu'elle tenait en privé. Madame Martin, athée, elle dit à Maître Dubois pendant la préparation « J'étais inquiète de ce que je voyais les dépenses, les changements d'attitude. J'ai commencé à garder des copies de tout au cas où. » Les dossiers de Jeanne montraient que Chloé avait fait pression sur Léo pour qu'il fasse des achats coûteux, les présentant toujours comme des nécessités commerciales. Elle avait des documents de conversation où Chloé avait suggéré que je freinais l'entreprise et qu'il fallait me gérer pour me sortir de l'équation. Le plus dévastateur était un appel téléphonique, enregistré où Chloé discutait de plans pour finalement me racheter mes parts en dessous de la valeur du marché, me forçant essentiellement à vendre ma participation majoritaire pour une fraction de ce qu'elle valait. Elle disait que l'héritage de Léo était volé par une vieille femme qui ne comprenait pas les affaires modernes. Jeanne a témoigné qu'elle avait dit qu'il devait trouver un moyen d'obtenir le contrôle total avant que je ne prenne des décisions qui nuiraient à leur avenir. En écoutant ce témoignage, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de désaccords commerciaux ou de styles de gestion différents. Chloé avait prévu de voler l'œuvre de ma vie et elle avait convaincu mon fils de l'aider à le faire. L'audience a eu lieu un mardi matin gris dans un tribunal du centre-ville. Léo était assis de l'autre côté de la salle, son visage soigneusement neutre, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Chloé était assise à côté de lui, la mâchoire serrée de détermination. Quand ce fut au tour de Léo de témoigner sur ma compétence mentale, j'ai regardé mon fils se débattre. Il a trébuché sur ses mots, n'a pas pu fournir d'exemples spécifiques de ma prétendue incompétence et s'est contredit à plusieurs reprises lorsqu'on lui a demandé des détails. Monsieur Martin a finalement demandé le juge « Pouvez-vous indiquer une décision commerciale spécifique que votre mère a prise et qui démontre un mauvais jugement ?» Léo a jeté un coup d'œil à Chloé, puis est revenu au juge. Elle est trop contrôlante, trop conservatrice. Elle ne comprend pas que les entreprises doivent dépenser de l'argent pour croître. Mais a-t-elle pris des décisions qui ont fait perdre de l'argent à l'entreprise? Non. Mais a-t-elle mis en œuvre des politiques qui ont nui aux opérations d'entreprise? La supervision ralentit les choses. Monsieur Martin, oui ou non? Votre mère a-t-elle pris des décisions qui ont manifestement nui à l'entreprise? Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute. Finalement, Léo a murmuré « Non ». Le juge a statué en ma faveur en moins d'1 heure. Non seulement je conservais la pleine autorité sur l'entreprise, mais les conclusions du tribunal incluaient des termes sur la mauvaise gestion financière qui avait nécessité mon intervention. En sortant du palais de justice, je me sentais vide plutôt que victorieuse. J'avais gagné la bataille juridique, mais j'avais perdu quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir jamais réparer. Léo m'a rattrapée sur le parking. « Maman, athée », il dit sa voix se brisant. « Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » Je me suis arrêtée de marcher et j'ai regardé mon fils le voyant, clairement pour peu, être la première fois depuis des années. Il avait l'air plus vieux, fatigué, vaincu. « Léo, je ne suis pas en colère contre toi pour m'avoir combattu. Je suis navrée que tu aies pensé que j'étais ton ennemi. Chloé a dit que tu essayais de contrôler ma vie, que tu ne pouvais pas me laisser être indépendant. Et qu'en penses-tu maintenant ?»
Il a baissé les yeux vers ses chaussures, le même geste qu'il faisait enfant, quand il savait qu'il avait fait une bêtise. Je pense que j'ai fait une erreur. Beaucoup d'erreurs. Pendant un instant, j'ai voulu le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien revenir à la façon dont les choses étaient avant, que Chloé n'empoisonne son esprit contre moi. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des derniers mois. L'amour sans respect n'était que de la complaisance et le respect devait se mériter. 6 mois après la décision du tribunal, j'étais assise dans mon nouveau bureau surplombant le lac, regardant le lever du soleil, peindre l'eau de nuances d'or et de rose. C'était une vue que je n'avais jamais pensé avoir, une vie que je n'avais jamais imaginée possible à 64 ans. La décision de vendre l'entreprise n'avait pas été facile, mais elle avait été nécessaire. Après la bataille juridique, l'entreprise semblait souillée lourde du poids du conflit familial et de la confiance brisée. Léo était retourné travailler sous ma supervision, mais la dynamique était maladroite tendue. Nous marchions tous les deux sur des œufs, et ce n'est pas une façon de diriger une entreprise. L'acheteur était une plus grande entreprise de construction, qui s'intéressait à notre clientèle et à notre réputation de qualité. Ils ont offert plus que ce à quoi je m'attendais assez pour assurer mon avenir et laisser quelque chose de substantiel pour Léo malgré tout ce qui s'était passé. « Tu es sûre de ça, maman ?» m'avait demandé Léo quand je lui avais parlé de ma décision de vendre. Nous étions assis dans la salle de conférence où notre relation avait fondamentalement changé, où j'avais appris à le voir tel qu'il était vraiment plutôt que celui que j'avais espéré qu'il devienne. « Oui », avais-je répondu simplement. « Il est temps pour nous deux de prendre un nouveau départ. » La vente avait pris 3 mois à se finaliser. Pendant ce temps, Léo et moi avons travaillé ensemble plus harmonieusement que nous ne l'avions fait depuis des années. Sans l'influence constante de Chloé, elle s'était éloignée après leur défaite judiciaire, passant plus de temps avec ses parents et moins de temps à offrir des conseils commerciaux. Léo semblait se souvenir de qui il avait été, avant que le mariage ne change ses priorités. Il était toujours mon fils, toujours capable de la gentillesse et de l'intelligence avec lesquelles je l'avais élevé. Mais il était aussi quelqu'un qui avait choisi de me trahir lorsqu'il était poussé par sa femme. Et cette connaissance colorait chaque interaction. « Que vas-tu faire maintenant ?» m'avait-il demandé le dernier jour, alors que nous vidions nos bureaux. « Je vais vivre », lui ai-je dit. « Vraiment vivre pour la première fois depuis des décennies. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. La petite maison au bord du lac que j'ai achetée était petite mais parfaite, avec de grandes fenêtres qui remplissaient chaque pièce de lumière. Je l'ai meublée lentement, avec soin choisissant des pièces que j'aimais, plutôt que des choses pratiques ou impressionnantes. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais des décisions basées uniquement sur ce qui me rendait heureuse. J'ai rejoint le club d'histoire locale et me suis découvert une passion pour la recherche de vieux registres familiaux. J'ai pris des cours de poterie et je me suis surprise à être plutôt douée. J'ai voyagé. Pas les voyages d'affaires précipités de mes années de travail, mais des périples tranquilles vers des endroits que j'avais toujours voulu voir. La solitude à laquelle je m'attendais ne s'est jamais matérialisée. Au lieu de cela, je me sentais en paix d'une manière que je n'avais pas connue depuis l'enfance. Je me réveillais chaque matin en sachant que ma journée m'appartenait, que je ne devais mon temps, mon énergie ou mon labeur émotionnel à personne, sauf si je choisissais de le donner. Léo appelait de temps en temps des conversations maladroites, où il me tenait au courant de sa recherche d'emploi et où je partageais des détails neutres sur ma nouvelle vie. Chloé était notoirement absente de ces appels. Leur mariage, j'ai appris par le réseau de commérage prudent de Marguerite, luttait sous le poids de leur défaite judiciaire et de leur réalité financière. Elle pensait vraiment qu'ils obtiendraient l'entreprise, m'a dit Marguerite lors d'un de nos déjeuners mensuels. Maintenant qu'elle est vendue et que tu es financièrement indépendante, elle ne sait pas comment gérer Léo sans la promesse d'un héritage. J'étais désolée pour Léo, mais pas assez pour le secourir. Il avait fait ses choix, s'était aligné avec quelqu'un qui voyait sa famille comme des obstacles à surmonter plutôt que comme des personnes à chérir. Maintenant, il vivait avec les conséquences. La vraie surprise est venue 8 mois après la vente, lorsque Léo s'est présenté à ma porte sans prévenir un jeudi soir pluvieux. J'ai ouvert pour le trouver sur mon porche trempé, et misérable ressemblant plus au petit garçon perdu, dont je me souvenais, qu'à l'homme d'affaires confiant qu'il avait essayé de devenir. « Maman, on peut parler ?» Je l'ai laissé entrer, lui ai donné une serviette et une tasse de café et j'ai attendu. J'avais appris la valeur du silence, de laisser les autres remplir l'espace avec leur propre vérité.
Chloé et moi, on divorce, a-t-il finalement dit. J'ai hoché la tête mais n'ai pas répondu. Ce n'étaient pas mes affaires, à moins qu'il ne choisisse d'en faire les miennes. Elle a une liaison avec un de ses camarades de promotion, quelqu'un avec un fonds en fiducie et pas de complications familiales. Il a ri amèrement. Il s'avère que quand on n'a pas d'entreprise à hériter ou une mère riche à manipuler, on n'est pas aussi attirant pour certains types de personnes. « Je suis désolée que tu souffres », ai-je dit, et je le pensais. Quoi qu'il se soit passé, je ne voulais pas que mon fils souffre. « Tu l'es » a-t-elle demandé, me regardant avec des yeux qui contenaient un nouveau type de compréhension. « Désolée, je veux dire. Parce que je ne t'en voudrais pas si tu ne l'étais pas. » J'ai sérieusement réfléchi à la question. « Je suis désolée que tu aies mal. Je ne suis pas désolée que tu apprennes ce que ça fait d'être utilisé par quelqu'un qui prétend t'aimer. » Il a grimacé, mais a hoché la tête. C'est juste. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, écoutant la pluie contre les fenêtres. « J'ai été horrible avec toi, Ati, il dit finalement. Pas seulement pendant les affaires judiciaires, mais pendant des années. Avant ça, j'ai laissé Chloé me convaincre que tu étais le problème, que ton implication dans ma vie me freinait. J'étais si désireux d'être le mari à succès qu'elle voulait que j'ai oublié comment être un fils décent. Oui, ai-je convenu. Tu as été horrible avec moi. » Il a semblé surpris par ma franchise, mais j'en avais fini d'adoucir les vérités pour épargner ses sentiments. « Je t'ai tout donné, » ai-je continué. Mon temps, mon argent, mon énergie, mes rêves. Je me suis épuisée pour que tu puisses avoir des opportunités que je n'ai jamais eues. Et quand tu as eu assez de succès pour prendre soin de toi, tu as décidé que j'étais une source d'embarras. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant, mais je ne me suis pas arrêtée. Tu m'as donné une fleur à 5 € tout en dépensant des milliers pour la mère de quelqu'un d'autre. Tu as essayé de me faire déclarer mentalement incompétente au tribunal. Tu es restée sans rien faire pendant que ta femme prévoyait de voler l'œuvre de ma vie. Ce ne sont pas des erreurs, Léo. C'était des choix. « Je sais, » a-t-il murmuré. « Je sais et je me déteste pour ça. »« Bien, » ai-je dit simplement. « Tu devrais te détester pour ça. La question est de savoir ce que tu vas faire de cette connaissance. » Il a levé les yeux vers moi, cherchant sur mon visage quelque chose que je n'étais pas sûre d'être prête à donner. « Peux-tu me pardonner ?» J'y ai réfléchi un long moment, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais lui en donner une honnête. « Je peux te pardonner, » ai-je dit finalement. « Mais je ne peux pas oublier ce dont tu es capable quand cela sert tes intérêts. Et je ne peux pas redevenir la mère qui sacrifie tout pour un fils qui voit ce sacrifice comme une faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que nous pouvons avoir une relation, mais elle sera différente. Tu devras regagner ma confiance. Et cela prendra du temps. Des années, probablement. Et si jamais tu me traites, comme tu l'as fait pendant ton mariage avec Chloé, je partirai définitivement. Je ne te donnerai pas une autre chance de me briser le cœur. » Il a hoché la tête, comprenant que je lui offrais quelque chose de précieux et de fragile. « J'aimerais essayer, » a-t-il dit, « de regagner ta confiance, d'être le fils que tu méritais depuis le début. Alors, tu peux commencer par trouver un travail et subvenir à tes besoins. Pas de prêt, pas d'aide, pas de raccourci. Montre-moi que tu peux être indépendant sans rabaisser les autres. » Au cours des mois suivants, Léo a fait exactement cela. Il a trouvé du travail dans une plus petite entreprise de construction, a accepté une baisse de salaire significative et a commencé à reconstruire sa vie à partir de zéro. Il appelait chaque semaine mais ne poussait pas pour plus de contacts que ceux avec quoi j'étais à l'aise. Il envoyait des cartes pour les fêtes, mais n'attendait pas d'invitation pour célébrer ensemble. Lentement, avec soin, nous avons commencé à construire une nouvelle relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Ce n'était pas le lien étroit que nous avions quand il était jeune, et ce n'était pas la dynamique tendue de ces années de mariage. C'était quelque chose de totalement nouveau, une relation d'adulte entre deux personnes qui partageaient une histoire mais avaient appris à se voir clairement. 1 an après notre conversation pluvieuse, Léo m'a apporté des fleurs pour mon 66e anniversaire. Pas des fleurs de station-service, mais un magnifique arrangement d'un vrai fleuriste. Plus important encore, il les a apportés parce qu'il voulait me célébrer, pas parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. « Merci », ai-je dit en acceptant le bouquet.
Merci de me donner une autre chance, a-t-il répondu. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu quelqu'un que je commençais prudemment à respecter à nouveau. Il avait un long chemin à parcourir pour se racheter complètement, mais il faisait l'effort honnêtement sans attendre un pardon rapide ou une restauration facile. Ce soir-là, alors que j'arrangeais les fleurs, dans un vase, près de ma fenêtre, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas seulement contente ou en paix, mais véritablement heureuse. J'avais construit une vie qui m'appartenait entièrement, m'était entourée de beauté et de joie tranquille, et avait appris à valoriser ma propre valeur indépendamment de la reconnaissance de quiconque. À 66 ans, j'étais enfin libre. Libre du poids des attentes des autres, libre du besoin de prouver ma valeur par le sacrifice, libre de la peur que posaient des limites fasse de moi une mauvaise mère. J'avais tout donné à Léo et il avait tout jeté. Mais en le perdant, je m'étais trouvée moi-même, et cela, je l'ai réalisé, valait plus que toute la gratitude qu'il ne m'avait jamais montrée. La femme qui avait autrefois mesuré sa valeur au succès de son fils savait maintenant que sa valeur n'avait jamais dépendu de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'étais assez exactement comme j'étais, et personne ne me ferait jamais oublier cela à nouveau. Debout à ma fenêtre, regardant le lac qui était devenu mon sanctuaire, j'ai souri. L'avenir s'étendait devant moi, incertain, mais entièrement mien. Et pour la première fois depuis des décennies, cela me semblait exactement suffisant. Maintenant, je suis curieuse de vous, qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.